Merci beaucoup de l'invitation déjà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voulait un peu parler de la collaboration entre Teract et KBRW. Et l'idée, c'était d'essayer de voir comment Teract avait lancé un modèle rentable en partant d'abord de ses magasins pour créer son e-commerce et pour aller vers une croissance rentable quand le modèle est arrivé à terme. Et donc l'idée, c'était l'évolution d'un partenariat qui commence par un digital naissant à un digital en croissance et qui a des ambitions fortes dans le futur. Bah déjà, je vais laisser Florent un peu décrire Teract et son entreprise et ses ambitions, quoi. Alors merci pour l'auditoire. On a préparé ça avec Philippe. Ça nous a permis de refaire le point un petit peu sur 3-4 ans de projet. On s'est dit comment est-ce qu'on va pitcher en 10 minutes. Il s'est passé beaucoup de choses. Pour vous refaire un petit peu le pourquoi et d'où on vient. Teract, je ne suis pas sûr que vous connaissiez tous, c'est la maison mère de plusieurs enseignes, notamment Jardiland, Gamberg, donc très jardinerie, animalerie. Il y a une dizaine d'enseignes dans le portefeuille. Il y a pas mal de caractéristiques un petit peu particulières chez Teract. C'est issu du monde agricole, donc j'ai des actionnaires majoritaires qui sont les coopératives agricoles françaises, donc très ancrés dans le territoire, très ancrés dans le quotidien. C'est des magasins, des points de vente avec un réseau, un maillage assez unique en France. Vous voyez là, il y a quasiment 2000 points de vente, très rural, très périurbain. On a pas mal de gammes verts qui sont implantés dans des villages où la poste n'existe pas, où en fait ça en fait des foyers de société. Ça en fait une petite complexité logistique, hein, quand il n'y a pas la poste. On peut s'adresser à notre propre logistique comme certains géants, mais nous on n'a pas ces moyens-là. Des sujets, on est un réseau qui est extrêmement franchisé aussi, donc on va avoir des sujets de gouvernance assez lourdes, des sujets de stratégie pricing qui peuvent être des vraies questions. Tout ça pour dire qu'en fait, on a commencé ce projet-là avec Philippe il y a 3-4 ans. On faisait zéro chiffre d'affaires en digital. Et donc, on a essayé de raconter l'histoire en 3 grandes étapes. 3 grandes étapes où il a fallu d'abord poker, montrer l'intérêt du digital à des actionnaires qui ne viennent pas de là, vraiment, qui n'étaient pas convaincus par ce nouveau canal. Poker, et puis ensuite mettre à l'échelle sur chacune de nos enseignes. Yes. Bah, moi, je vais décrire rapidement KBRW avant tout ça. Donc, KBRW, c'est une entreprise qui a 15 ans. Au tout début, on vendait pas beaucoup parce qu'on a commencé à faire du business à partir de 2014-2015. On est né vraiment comme une start-up. Et maintenant, on a l'avantage de travailler avec parmi les plus grands groupes français. Donc, récemment, on vient de gagner Orange en Order Management System et en Warehouse Management System. Et sur lequel on travaille pour des plutôt grands comptes CAC 40 et plutôt grosses entreprises du retail spécialisé. On gère plus de 30,8 milliards. En fait, donc on est un acteur peu connu, mais qui gérons vraiment beaucoup de business en France en réalité. Donc Louis Vuitton, Hermès, Michelin, Renault, enfin derrière beaucoup d'entreprises à gros volume. En fait, il y a un order management system KBRW ou un système de picking magasin. On est, le nombre d'employés qu'on dit, 170 employés, 7 bureaux et toute une galaxie de clients. Et ce qui est intéressant dans le cas Jardiland, c'est que justement, on a accompagné une croissance. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est d'essayer de trouver avec une entreprise qui essaie de faire son e-commerce, l'histoire à raconter pour que ça parte de zéro et que ça vienne à un business qui devienne rentable. Parce qu'en fait, le problème au tout départ, c'est se lancer. Et puis après, c'est créer une croissance rentable sur le futur. Donc, c'était en fait, moi je trouve que c'était un projet assez passionnant dans sa démarche parce que il nous a forcé à se réinventer un peu tout le temps et tous les ans on est en train d'essayer de se redire quelle est l'histoire qu'il fallait raconter la plus intéressante possible et pour l'actionnaire et pour le marché et les clients, quoi. Alors c'est vrai qu'on ne vous a pas ménagé et c'est la clé d'un partenariat qui fonctionne bien, c'est qu'en fait on est toujours en challenge, on est toujours en évolution. La première étape, elle a été assez simple. Finalement, personne ne croyait au digital dans notre monde. Il a fallu démontrer une première version. On a fait des choses comme on peut le faire dans l'époque, en mode agile, en mode facile, plug and play, avec du click and collect et quelques flux qui partaient de certains magasins en France. La réalité, c'est qu'on a branché un Magento sur un KBRW, pour la faire simple, et on a fait émerger de manière assez naturelle, assez mécanique, ce nouveau canal assez rapidement.
Ce que j'ai pas dit tout de suite à mes actionnaires, c'est qu'en fait, on était en plein Covid et que du coup, on était un petit peu poussé au vent. Mais on a réussi cette première étape à la fois en mise en œuvre opérationnelle, en diffusion auprès de nos magasins, parce que c'était vraiment un changement de posture, un changement fondamental en diffusion, en quelques mois, ce qui nous a permis derrière d'entrer dans la période Covid qui a été mouvementée pour tout le monde et tous les retailers, d'arriver suffisamment armés pour prendre ses besoins. Ouais, et je vais rajouter quelques éléments de complexité évidemment pour faire valoir la solution. Il faut voir que en fait un magasin Jardiland, c'est pas un magasin où vous avez des produits standardisés. Donc le transport des produits, c'est un enjeu en soi, quoi. Il y avait au lancement de ce e-commerce, il fallait 3 types de transporteurs différents qui avaient à peu près aucun rapport les uns avec les autres. Donc vous pouvez envoyer des plantes, des encombrants, pas des encombrants, des produits plus petits. Et donc il y avait tout un système pour un e-commerce naissant, en fait assez complexe à mettre en place pour un système qui au tout départ est petit. L'autre sujet, c'est qu'il fallait aussi rationaliser le système de picking en magasin, parce qu'on ne pouvait pas se permettre d'avoir un système de picking où un client, le picker va chercher un produit dans le magasin. Donc on a dû traiter le magasin comme un vrai entrepôt en termes de système de picking, parce que c'est des magasins de 10 000 m² où il faut rationaliser le picking. Donc en fait, ça a directement être dû traiter comme un sujet un petit peu industriel, alors qu'on on était sur un POC digital au départ, quoi. Donc il y avait un petit e-commerce naissant, mais déjà un back-office qui se devait de gérer des complexités fortes liées à la caractéristique des produits de Jardiland et à la superficie des magasins, quoi. Ce qui est toujours original pour un début, quoi. C'est vrai que tu le notes, on transporte du vivant, on fait du végétal, c'est le cœur de notre métier. Moi, j'ai fait 10 ans de Cdiscount, j'ai vendu pas mal de choses sur le site, et le végétal, je n'avais jamais fait. Il a fallu apprendre à gérer ça, et on s'est beaucoup appuyé sur vos connaissances que vous aviez en amont sur toute cette partie opérationnelle en magasin. Une fois qu'on a monté ce premier POC et qu'on a validé les premières échéances, il a fallu venir le sujet de la professionnalisation un petit peu de notre métier. Un Jardiland, comme tu l'as dit, c'est pas un magasin, c'est pas un entrepôt. C'est pas une entité qui est faite pour préparer de la commande et surtout pas à grande échelle. Donc on a commencé à rationaliser, on s'est beaucoup cherché et on était dans la phase post-Covid où justement les volumes suivaient pas tout à fait le BP, pour le dire simplement. On a ouvert, fermé des entrepôts. Vous nous avez beaucoup accompagnés en agilité et à nouveau, on vous a pas beaucoup ménagé à cette époque-là. On a accompagné et finalement, on est arrivé sur un modèle qui était déjà un prémisse. On a beaucoup parlé de marketplace avant, qui était déjà un prémisse à la marketplace où on avait un mode un peu hybride avec de la marchandise qui partait dans un entrepôt centralisé et de la marchandise qui partait directement de nos fournisseurs, vendeurs externes et qui alimentait notre site jardiland.com pour le moment. Yes. Et donc, il y avait cet enjeu d'extension de gamme via des partnerships. Donc, il faisait de 2 000 à 10 000 produits. Donc, il a fallu aussi repenser le portail fournisseur, qui était en plus un peu existant chez Gamever. Ça, c'est pour le sujet un peu technique. C'est qu'en fait, il y avait un portail fournisseur qui existait chez l'autre, mais qui n'était pas chez Jardiland et qu'il fallait aussi un peu retransformer, quoi. Et puis après, il y avait la réplication. Parce qu'en fait, comme vous l'avez vu au début, il y avait le Jardiland qui avait 150 magasins, mais il y avait le gros sujet Gamever avec un sujet de transfo. Et là, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu nous racontes un peu les sujets de conduite du changement aussi, qui sont tes enjeux actuels. Donc, je vous l'ai dit en intro, en fait, Jardiland, 80% de nos magasins sur les 150 sont désintégrés. Donc, on a une gouvernance qui est facilitée. Gamever, c'est l'inverse. Sur les 1000 magasins Gamever, on en a 70 en intégré. Et donc, il fallait créer ce POC, il fallait créer cette preuve que ça fonctionne pour aller démarcher en tant que franchiseur exploitant, pour aller conduire le changement auprès de nos franchisés. Donc, je vous passe vraiment tous les détails sur les changements de modèle économique, le partage de la valeur avec un franchisé, qui est un point clé sur le digital. La refonte de nos fronts, on a replatformé l'ensemble de nos sites web, etc. Je vous passe tous ces détails-là. Ce qui est sûr, c'est que le fait d'avoir pu compter sur des partenaires de back-office qui sont finalement... On nous dit jamais bravo quand on livre bien, quand l'outil fonctionne, quand la supply fait son job, quand le stock est là et que le picking se fait bien. On dit jamais bravo. Par contre, et on en parlait tout à l'heure, le coup de téléphone, il y a des coups de téléphone automatiques quand une commande tombe sur le site.
quand il y en a un qui ne fonctionne pas, c'est des alertes rouges de partout. Donc il fallait gommer tous les freins au changement. La machine n'a pas faire, comme je dis, pour s'assurer l'embarquement progressif de l'ensemble de nos 900 magasins. Ouais, ce qui est un enjeu clé dans ton organisation où, au-delà de l'actionnaire qui, lui, a une ambition extrêmement forte, à la fin, c'est ce que vous dites, ce que tout le monde dit et ce qui a été dit au départ par Jonah, que l'enjeu, c'est d'embarquer des magasins. Donc, de freiner toutes les adoptions au changement et de faire en sorte que ça soit adopté pour de vrai et qu'ils se disent, ça va me faire du business dans un monde en plus qui n'avait pas l'habitude de ça, quoi. Dans un modèle particulier humain qui est celui de Gamever, qui est un modèle différent des autres en distribution, moi je trouve. En forte ruralité, avec des contextes très hétérogènes suivant les magasins, puisque chaque magasin va être attaché à sa propre coopérative agricole. Ça, c'est mode de pensée un petit peu différent. Ce qui est sûr, c'est que la trajectoire projet technique, j'ai envie de dire, changement de logistique, changement d'outils, tout ça c'est derrière nous. Et là, en fait, on est dans la transformation humaine avec finalement, il n'y a pas d'autre marqueur que le vent qui se lève dans les voiles. On est en plein lancement du Vendée Globe, là c'est un peu le sujet. Le vent se lève dans les voiles, il y a le Black Friday dans 2 semaines, on est sur le pont et on prépare surtout la saison qui arrive début 2025, qui va être la meilleure qu'on ait jamais faite sur les 2 sites. Yes. Et donc du coup, l'idée c'est juste de faire une synthèse parce que là, je pense qu'on a fini le temps. C'est de dire qu'il y a une transformation supply et digital qui a été réussie. On a réussi à se réunir autour d'enjeux courts, moyens et long terme, ce qui était un peu la complexité de l'affaire, parce que le but c'est de servir un CA à long terme, donc une ambition digitale et de trouver tous les moyens d'être adaptable au milieu. Donc je pense que ça, on a plutôt bien réussi à être un partenaire là-dessus, avec toutes les complexités que ça pouvait avoir sur le trajet. Et on a pu accompagner un acteur dans tous les éléments de la transformation. Et là, pour un digital qui a commencé à zéro, comme on le dit, ton but, c'est un 3% de CA attendu sur la saison 2025, qui peut paraître pas énorme au terme de ce qu'on peut voir dans les autres ratios du e-commerce, mais qui, pour venir d'un e-commerce qui est né en 2020 et sur une taille d'entreprise qui est quand même gigantesque, hein. Enfin, Gamever, Jardiland, en fait, c'est gros. En fait, c'est déjà beaucoup en fait en chiffre d'affaires. Je vous laisserai regarder les bilans trimestriels de Terac. Nous, c'est pareil, on communique pas trop sur nos chiffres. 3%, ça fait déjà une très très forte accélération par rapport aux années passées. Non, le point fondamental de tout ça, c'est que finalement, la supply s'est mise au service de la croissance du business. On était en test and learn, on s'est beaucoup cherché autour des modèles, et c'est des modèles lourds, hein. Ouvrir un entrepôt, vous le savez, hein. Ouvrir, fermer les entrepôts, changer de transporteur, c'est des choses qui sont assez complexes. Mais la réalité, c'est qu'on avait des outils qui étaient suffisamment agiles pour ne pas renforcer cette complexité. Et c'est le plus important dans des schémas de transformation comme ça, se focaliser sur qu'est-ce qui porte vraiment la valeur, qu'est-ce qui fait vraiment la transformation, et de laisser finalement le sujet outils techniques sur la partie des expertises.